Désordre urbain, la mairie d'arrondissement de Douala 5e, il faut le dire comme ça, en œuvre depuis hier. Elle a décidé de nettoyer, faire un peu de propreté du côté de l'hôpital général de Douala. C'est une opération qui a cours depuis 2 jours, il faut le dire ainsi. Il faut dire, Serge Alontou, que l'opération coup de poing entamée hier jeudi s'est poursuivie ce vendredi dans cette localité, vous l'avez dit, initiée par l'exécutif municipal de Douala 5e. Elle a pour objectif de lutter contre le désordre urbain dans cet arrondissement. Serge Alontou. Voilà, c'est donc l'essentiel qui nous sort en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, la suite qui nous sort toujours en compagnie de nos invités, Paul Païré du Social Démocratique Front, maître Paul Païré, pour le dire. À côté de lui, Basile Togo du RDPC. De l'autre côté, Abdoundam, analyste politique, et Vincent Depolier, des conseillers municipaux dans le 3e arrondissement de Douala. Ça concerne les désordres, vous avez vu, Douala 5e est à pied d'œuvre depuis hier. Ils ont commencé hier, ils ont continué aujourd'hui. Ça ne vous donne pas des envies du côté de Douala 3e avec ce qui se passe en Ndokoti? Non, vous savez, au niveau de... Est-ce que vous pensez souvent à ça? Oui, sauf que c'est un problème de compétence. Au niveau de Ndokoti... donc c'est la mairie de la ville? C'est la mairie de la ville qui est compétente, n'est-ce pas? Pour mettre de l'ordre en Ndokoti? Oui, absolument. Merci de nous avoir donné l'info. C'est une information qui est connue. Ah bon? Alors, pour ce qui est des casses, je crois que on peut déplorer le fait que les Camerounais investissent et qui viennent ainsi voir leur investissement voler en fumée. Mais je voudrais quand même qu'on nuance, ce n'est pas le désordre urbain dans le cas d'espèce. C'est que la mairie de Douala 5e vient maintenant, puisque la route est passée, puisqu'il y a un grand carrefour à cet endroit, elle a donc pensé pouvoir aménager, n'est-ce pas, en créant, comme elle a dit, une deuxième douche municipale. Donc, c'est la raison pour laquelle ces cas sont faits. Mais il faut quand même dire que ces populations qu'on fait partir, c'est elles qui ont même amené le développement dans cet endroit. Cet endroit n'était que la broussaille. Et les Camerounais, avec leur esprit entrepreneurial, n'est-ce pas, ont fait l'effort, ont créé des activités qui prospéraient bien de ce côté-là. Bon, il est quand même important de souligner que lorsqu'on fait partie des acteurs économiques, tels qu'on fait là, ce sont des pertes. Et la meilleure façon de les faire partie, c'est de leur proposer une alternative. C'est bien de casser, mais il faut bien qu'on essaye de les recaser. Je ne sais pas si la mairie de Douala 5e a pensé à les recaser, auquel cas elle devrait penser à le faire pour que si elle a construit des espaces, que ceux qui ont été chassés d'ici soient prioritaires, n'est-ce pas, au niveau de l'attribution des places de l'autre côté. Mais c'est toujours pas de gaieté de cœur que nous voyons cela. Je suis sûr que même les autorités de la mairie de Douala 5e ne sont pas fiers, n'est-ce pas, de venir faire partie des Camerounais. Mais il y a quand même la nécessité de développer notre ville et de l'embellir, de créer des espaces agréables. Malheureusement, encore une fois, on n'est pas toujours dans la prospective. Les populations ont toujours une longueur d'avance sur les autorités et qui sont obligés de venir après coup faire ce que nous déplorons ce soir. Voilà. Basile Togo, les Camerounais ont investi. Aujourd'hui, ils voient leurs efforts s'envoler en fumée. Monsieur Jalin, avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de revenir sur le premier élément que nous avons traité tout à l'heure. Lequel? Notamment sur la correspondance. Non, je sais que vous avez des choses. Oui. Vous avez le temps de recevoir. J'avais des choses. Non, on va. J'avais des c'est choses le débrief. à dire à ce propos. J'ai promis vous donner la parole, tout mais à fait. L'émission a ses règles. Tout à fait. On parle d'abord du débrief. Je reste dans les règles. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Je reste dans beaucoup de choses. Vous allez dire ça.
Vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Je reste dans les règles de Venez battre en l'émission. brèche tout ce qui a été dit. On sait. On sait comment ça se passe. Dites-nous d'abord, on parle de casses à Douala 5e. Tout à fait, je reste dans les règles de l'émission pour dire que, en fait, en ce qui concerne les casses à Douala 5e, vous savez, les CTD sont souvent confrontés à deux situations. La première situation, c'est le bien-être social de ces populations qui implique le bien-être sanitaire, le bien-être au niveau de l'environnement, le bien-être au niveau de l'accessibilité des routes, ainsi que le bien-être au niveau, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions de vie, donc les espaces verts et autres. Donc, face à cela, il faut prendre une décision. Cette décision est souvent très difficile à opérer. Mais sauf que il y a des exigences qui vont au-delà, n'est-ce pas, de ce que le magistrat municipal peut vouloir pour ces populations. Ça fait toujours mal de savoir que dans une localité, il faut déguerpir les populations, mais il y a des éléments qui sont d'ordre d'intérêt public qui prennent le dessus sur les intérêts privés. Donc, sur ce prisme-là, vous allez vous rendre compte que le magistrat municipal n'a que le choix qui lui reste, celui de déguerpir les populations. C'est un acte malheureux, mais il faut quand même saluer ce courage. Lorsque ces populations s'installaient, ils n'étaient pas là, ils ne voyaient pas? Non, vous savez, je vous ai dit tantôt que le magistrat municipal est confronté... Pourquoi il n'a pas arrêté le chantier? Il est confronté à plusieurs situations. Et il y a parce que c'est ça le véritable problème. Il y a la volonté des populations de trouver un lotissement, de s'installer. Oui. Et il y a aussi, cela relève de l'aspect social du magistrat municipal, qui, des fois, est considéré comme du lac. Tout à fait. Et mettre tout à plat des années après. Et cela est considéré à tort comme du laxisme observé par ces magistrats municipaux-là. Et rapidement, là, ils reviennent à la raison lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des projets d'intérêt général qu'il faut implémenter sur ce prisme-là. Mais je voudrais, moi, attirer l'attention... Les projets naissent à quel moment? Les populations ont fini d'investir, se sont installées, ont injecté, vous avez suivi ils ont injecté des millions. Moi, je fais une analyse froide. Oui. Je fais une analyse froide de la situation. Les projets naissent, en ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées, à travers le plan communal. Le plan communal, il suffit seulement que cette année, il y a un plan communal qui dispose que dans tel lotissement, il faut construire, il faut aménager un espace vert, ou bien il faut construire un bien public, ou bien un bien meuble. Je pense qu'ils auront le choix. Ils n'auront pas d'autre choix que d'appliquer, n'est-ce pas, les décisions de l'organe délibérant qui est le conseil municipal. Mais ça me permet pour moi d'attirer l'attention, n'est-ce pas, des populations. Qu'avant d'aller investir dans un terrain, il faut prendre toutes les mesures, les précautions nécessaires à l'effet, n'est-ce pas, de rentabiliser ton investissement. Cela veut dire qu'il faut commencer d'abord par se renseigner si la zone n'est pas une zone d'inondation, une zone dont la cartographie, que la cartographie pourrait taxer de non habitable. Il faut aussi, deuxièmement, autant pour moi, aller au niveau du conservatoire, du titre foncier, pour véritablement voir s'il y a possibilité de délivrer un titre foncier à cet emplacement-là. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, rempli ces exigences, il est fort probable que vous pouvez prendre la décision soit d'investir sur ce terrain ou d'aller voir ailleurs, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque que lorsque le terrain ne vous appartient pas, il y a un risque que lorsque vous investissez, vous n'entrez pas, au cas où il y a des cas, vous n'entrez pas dans vos frais. Ok. Maître Payiré, sur cette situation... Oui, vraiment, c'est une situation très regrettable. Voilà. Ça devient monnaie courante. On casse à tous les niveaux. C'est bien beau de casser pour faire des choses. Mais il faut toujours savoir, est-ce qu'à cet endroit, la route est passée? Les routes sont passées. On dit quand la route passe, le développement suit.
La commune, qui est une collectivité décentralisée, territoriale décentralisée, doit prendre la peine. Parce que pour que la mairie investisse quelque part, parce que nous avons affaire là-bas, c'est ce qu'on appelle un déguerpissement pour cause d'utilité publique. On doit se poser la question. Est-ce que la mairie de Douala 5e a rempli toutes les conditions? Parce que toujours est-il, pour qu'on arrive à ce niveau, il faudrait déjà qu'il y ait un décret d'expropriation pour cause d'utilité publique signé par le Premier ministre. Vous voyez un monsieur qui a parlé là, ça fait très mal au cœur. Le SNAC a brûlé. Et quelques temps après, on vient le déguerpir. Et quand il parle, vous sentez que ce ne sont pas des gens qui ont été préparés pour partir. C'est bien beau de pouvoir mettre une deuxième douche, voire une troisième, une quatrième. Mais il faut préparer les populations. Essayer de voir si on respecte les normes. Parce que là, nous avons vu Dikolo. On est en train de parler comme... Allez là-bas voir. Vous verrez qu'il y a au moins une ou deux personnes qui ont les titres fonciers. Est-ce qu'on a respecté leurs droits? À Dikolo, nous connaissons ce qu'on a vécu. À Essengue. Donc, quand ça devient monnaie courante, nous ne voulons pas tout le temps applaudir, développer. On développe en détruisant les citoyens de cette manière. C'est anéantir les Camerounais. C'est-à-dire on va appauvrir les citoyens. Dikolo ou bien Essengue. On a détruit les gens jusqu'à aujourd'hui. On parle de cette population à quel niveau? On a dit qu'il devait avoir des mesures d'accompagnement. À ce niveau, est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? L'État doit essayer de se responsabiliser. La tolérance administrative qui permet que on voit les gens sur un site. Voilà. Au lieu de les déguerpir à l'immédiat, c'est-à-dire de manière spontanée. Mais on les laisse se construire. Investir. On les laisse tirer le courant électrique, mettre l'eau, la SNEC, va installer mettre toutes les installations. Ce n'est pas bien. Après, on revient, on perçoit. Il y en a qui payent la taxe foncière. Ouais. Et après, on vient déguerpir les gens de cette manière. Ce n'est pas bien. C'est appauvrir le citoyen camerounais et appauvrir le Cameroun. Abdounda, sur cette situation? Oui, cela pose un problème de prévision. Un problème de prévision. Et pour lire ces situations, il faut l'aller sur le prisme des politiques publiques. Et là, cela pose un problème. Un seul prisme? Oui, un seul prisme, cette fois-ci, qui pourrait avoir des corollaires. Le prisme des politiques publiques, pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, on se rend compte qu'il y a un déficit en termes de plan de développement durable au sein des collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'on se rend véritablement compte que lorsque un nouveau maire arrive ou un exécutif communal arrive, du coup, on constate qu'on balaye d'un revers de la main un travail qui a été fait par son prédécesseur. Surtout quand ce n'est pas... C'est une nouvelle formation politique qui a à la tête. C'est ce qu'on constate malheureusement. Cela pose un problème au niveau de la durée. Et c'est ça dans la politique publique. Et l'une des personnalités dans ce domaine est Jean-Claude Tunic, qui entend par politique publique la capacité que les autorités publiques investissent d'une puissance publique et d'une légitimité gouvernementale s'auto-saisissent d'une situation qui se pose comme problème à l'effet d'apporter des solutions. Là, nous sommes dans une politique publique d'anticipation. Or, on se rend véritablement compte qu'on laisse les gens y habiter et bien après on vient les casser. Cela pose un problème de politique publique durable. Donc, à ce titre, les responsabilités sont partagées. Je viens de l'évoquer plus haut, que les exécutifs communaux posent un problème de la continuité des travaux de leurs prédécesseurs. Quand un nouveau exécutif communal arrive, il balaye d'un revers de la main le travail de son prédécesseur. Nous sommes dans le recommencement, l'éternel recommencement. Oui. Et cela donc permet à ce que les populations, qui en réalité, alors il faut convoquer leurs responsabilités, doivent prendre leurs responsabilités, les initiatives, à ce que leurs droits soient garantis. Avant d'exploiter un espace, il faudrait prendre des dispositions telles que prévues par la réglementation en vigueur, afin que même si la casse arrive, que vous soyez protégé par la loi pour des raisons d'indemnisation. À ce titre, nous sommes dans un dilemme. Est-ce qu'on doit laisser prospérer la ville de Douala dans un Capharnaüm? Dans la politique d'embellir la ville, on voit donc que cette politique d'embellir la ville pose problème au niveau d'une dimension sociale. Le social, ces populations-là qui ont investi, qui vont quitter là, où vont-ils aller? Donc, c'est là le véritable problème. Pour éviter donc autant de dégâts, il serait souhaitable que le problème soit résolu en amont. L'amont, c'est qui? La responsabilité de l'État et par ricochet des collectivités territoriales décentralisées afin de voir un plan de développement durable
pour prévenir les populations de ne plus habiter dans certaines zones qui seront exploitables dans 10, 15, 20, 50 ans. Ok. Merci les Togo. Donnez-nous la teneur de... Oui, bon, je pense que à la première entente de l'émission, il était question que je revienne sur la première thématique avant que nous ne rembrayions sur la seconde. Bon, je crois que lorsque j'observe cette note de service, il m'est choix de comprendre suffisance que une note de service, une correspondance administrative a des canaux qu'il faut au préalablement respecter. Cela entre, n'est-ce pas, dans le droit administratif, la rédaction administrative et les normes normatives. Et lorsque j'observe cette correspondance, je vois à suffisance qu'il manque des éléments qui, ma foi, ne permettent pas de donner l'authenticité de ce document, notamment la signature de l'autorité compétente, son nominatif et le cachet de l'institution. Donc, c'est sur ce prisme-là que je suis toujours dubitatif de ce que ces documents ne relèvent pas de l'authenticité. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais aussi interroger le fond, l'esprit même de cette note de service. Lorsque je m'y interroge, je constate à suffisance que les éléments entrant dans le cheminement des documents administratifs en interne, ce sont des choses qui se font déjà depuis des siècles et qui respectent les normes normatives, notamment une référence, une autorité, une référence, la référence du document, ainsi que l'acheminement vers l'autorité compétente qui instruit le traitement du dossier, ce qu'on appelle le bottom-down, ou alors il peut arriver qu'il y ait plutôt un bottom-up, donc l'autorité compétente qui instruit, n'est-ce pas, le subalterne d'initier une correspondance à son attention. Que ce soit le bottom-down ou le bottom-up, nous constatons bien évidemment que cela respecte un canevas, notamment au niveau de la référence, qui est l'élément clé de la correspondance. Donc, il est inadmissible qu'une correspondance circule en interne d'un service et qu'on ne soit pas capable de renseigner sur l'authenticité de cette correspondance-là, parce qu'il y a des registres sortants, il y a des registres entrants qui tracent, n'est-ce pas, le cheminement de cette correspondance-là. Donc, lorsque je l'ai dit, cela me conforte sur le fait que je reste dubitatif sur cette correspondance-là. Bon, je voudrais aussi souligner quelque chose qui a été dit ici, notamment sur l'intérim, observé depuis 14 mois par le secrétaire adjoint. Il me semble, à moins que je souhaite guérir de mon ignorance, il me semble qu'il n'y a pas de test réglementaire qui donne un délai pour nommer quelqu'un à un intérim ou pas. Il n'y a pas de test réglementaire. Sur ce point-là, je crois que le président de l'Assemblée nationale reste dans la légalité, puisque lorsque la loi ne dit pas mot, ça veut dire qu'il y a un consentement de la loi sur ce point-là. Donc, ce sont des éléments qui doivent nous interroger et éviter, n'est-ce pas, certaines personnes de se lancer dans des conjectures qui, ma foi, eux-mêmes ne peuvent pas s'y retrouver. Abdou. Oui. J'ai écouté avec une attention très soutenue mon frère Basile Togo. Il est important que je peux rebondir sur le prisme, enfin sous l'angle, cette fois-ci, de la communication. Nous sommes là en pleine communication. Pour vous dire qu'en communication politique, il y a certaines variables très plausibles, notamment la rumeur. On peut davantage prêcher le faux pour obtenir le vrai. C'est-à-dire on fait semblant de respecter, parce que le problème qu'il pose, c'est la question de la procédure. Il n'y a pas le cahier qu'on a enregistré pour entrer, pour sortir. On appelle ça la procédure. On peut faire fi de ça. Mais le nœud gordiaque, c'est la nature de l'information qu'on veut passer. Pour qu'in fine, personne ne puisse assumer au moment opportun. C'est là où je peux embrayer pour le dire. Là, nous sommes en pleine communication politique, où en réalité l'objectif, ils savent très bien que peut-être la procédure en la matière n'a pas été totalement respectée. Mais ceci, c'est pour protéger l'auteur de l'acte, pour qui in fine va répondre de cela.
Mais l'objectif, c'est qu'on veut passer un message. Et le message a été passé. À ce titre, il est important donc de ne pas s'appesantir sur la procédure, mais beaucoup plus sur la nature et le contenu du texte. Paul Pahiré? Oui, bon, c'est vrai, il a posé un problème de délai pour l'intérim. Oui. L'intérim, c'est une situation passagère. C'est-à-dire, on peut mettre quelqu'un là. Si on met quelqu'un pour 1 an aujourd'hui et poussière, ce n'est pas ça. Ça ne reflète plus vraiment la bonne nature de la chose. Et en plus, cette situation, cette lettre, c'est une lettre qui, normalement, peut être attaquée par qui que ce soit. Le cabinet du président ne saurait prévaloir sur le secrétaire général. Pourquoi est-ce que ce secrétaire général ne prend pas ses... Quand on vous a mis à l'intérim, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Ça veut dire que vous gardez, vous allez faire ce que celui qui normalement était là devrait faire. Donc même cette note, parce que je vois mon ami Etoga, il est toujours en train de douter de l'existence de cette correspondance. Personne au niveau de l'Assemblée ne doute de ça. On aurait déjà fait un contre-communiqué. Il y a un document qui circule là. Ça ne peut pas être un document qui ressort de l'Assemblée. Donc ce document existe. Il y a seulement que sur la forme, sur l'intention qui est là, c'est une intention malveillante. Maître Pahiré, on ne sauve. Oui. Mais pour après une minute, si vous me permettez, le fait qu'on a su l'intérim, c'est stratégique. Oui. C'est stratégique pour mettre le secrétaire général intérim entre parenthèses. S'il est dans l'optique de conquérir la titularisation, il vaudrait mieux qu'il soit un peu souple. Au cas échéant, on pourrait soit le mettre à côté ou nommer quelqu'un d'autre. Donc le fait qu'on puisse maintenir à cette durée-là, l'intérim, c'est stratégique pour que le PAN puisse avoir une marge de manœuvre nécessaire pour faire, empêcher de faire et de refuser de faire. Voilà. Et tout cela, ça concourt à quoi? Ça veut dire que quelque part, l'intention est malveillante. On ne voudrait pas vraiment remettre les choses entre les bonnes mains, à savoir le secrétariat général. Ouais. C'est le secrétariat général qui est au-dessus du cabinet du PAN. Ouais. Le cabinet du PAN est en dessous. Ouais. Aujourd'hui, on voudrait faire... Et mettre le cabinet du PAN au-dessus du secrétaire général. C'est une aberration et c'est une violation très grave des pratiques et des lois. Pour terminer. Oui, je constate seulement que la stratégie du RDPC est mise en branle, qui est celle de nier les évidences. Et il vous souvient que ça a été la même posture lorsqu'on parlait des documents qui sortaient de la Cour des comptes ici et bien d'autres documents qui se sont avérés être authentiques par la suite. Non, ce que nous voulons dire, c'est que en réalité, les luttes de pouvoir, n'est-ce pas, au sein de nos institutions finissent par être des goulots d'étranglement et empêchent à notre administration de fonctionner normalement. Et on voit que les gens s'arrangent à s'arroger le maximum de pouvoir possible pour contrôler le fonctionnement de certaines institutions. Il n'est pas normal que le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale devienne l'homme à tout faire, l'homme qui contrôle tout au niveau de cette institution, qui a toute une administration et qui devrait fonctionner normalement. Ça, il faut le décrier et le condamner. Je n'est même pas membre de cette commission. Vous voyez très bien. On l'a supplanté. Et c'est ceux qui viennent même d'être promus qui sont membres de cette commission. Il y en a 3, dont le conseiller technique, conseiller et le président. Non, lisez. Voilà. Voilà, donc il y a le président de cette commission d'IA, qui est le directeur adjoint du cabinet, qui venait d'être nommé. Il y a le conseiller technique qui venait également d'être nommé, qui est vice-président de la commission, et un chargé de mission. Okay. Donc 3 sur les 5 viennent d'être nommés et installés par le directeur de cabinet, qui est chargé de la supervision des activités de cette commission. Okay. Donc, une espèce de task force au niveau de l'Assemblée nationale qui va servir de coupe-gorge à tous ceux qui bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges, malheureusement.
Merci conseiller Yédé. Merci à vous, Abdou-Dam. Merci une fois de plus. Merci pour votre disponibilité. Merci. Vous êtes là, présent. Merci, Basile Togo. Merci Serge. Merci à vous également, Maître Paul Païré. Merci Serge. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain numéro, c'est lundi à partir de 19h. Bonsoir. Nimboman, dispensaire.